Bien, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir à nouveau pour cette nouvelle édition des Midi Minatech et un petit peu particulière pour nous puisqu'on est complètement à distance. Et voilà. Donc déjà, je vais vous annoncer le prochain Midi Minatech qui va avoir lieu dans quelques temps, c'est-à-dire que nous vous donnons rendez-vous le 19 novembre. Pas avant parce que l'amphithéâtre n'était pas disponible et puis il y a la période des congés. Et donc, à cette occasion, nous aurons le plaisir d'accueillir Lorraine Caudrelier, qui est du service bibliométrie et études marketing du CEA à Grenoble. Et elle nous propose de revenir un petit peu sur l'impact du, Covid-19, encore une fois. Mais c'est important de se poser des questions. Quel est l'impact et les défis pour la médecine de demain? Voilà ce dont elle veut nous parler. De cette étude qu'ils ont menée et qui va nous apporter un éclairage, je pense, super intéressant et j'espère que vous serez là pour l'écouter. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Cécile Moreau, donc, qui est chercheur au LETI, au service en Climatech, et qui aujourd'hui nous propose de nous pencher sur l'influence de la lumière pour agir sur des maladies telles que Parkinson. Alors, Cécile, je vais te donner la parole. Je ne peux pas dire que, la scène est pour toi, mais je te donne la parole et nous t'écoutons. Merci. Merci beaucoup. Voilà, vous devriez voir le diapo. Donc déjà, merci à tous d'être là. Merci aux organisateurs de me donner cette opportunité de présenter ces travaux qui, j'espère, vont vous intéresser et qui présentent un véritable intérêt et un véritable espoir pour les patients atteints de la maladie de Parkinson. Donc c'est une recherche qui a lieu à Clignatech, donc au niveau du CEA Grenoble. Clignatech, en fait, est une structure qui permet aux médecins d'indiquer les besoins thérapeutiques qu'ils ont pour les patients, de quoi ils ont besoin. Et nous y répondons en mettant au service de ce besoin les technologies du CEA et différents systèmes de tests in vitro et in vivo pour pouvoir accélérer l'innovation et l'amener rapidement au lit du patient. Et on a donc toute une partie hospitalière dans le bâtiment qui nous permet de réaliser des essais cliniques, dont celui dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, on va parler de la maladie de Parkinson. Qu'est-ce que c'est que cette maladie? Beaucoup de personnes en ont entendu parler. C'est une maladie neurodégénérative, c'est-à-dire que certains neurones, les neurones dopaminergiques d'une région qui s'appelle la substance noire compacta, dégénèrent dans la maladie. Et du fait qu'il dégénère, il y a des symptômes. Alors, les plus courants sont le tremblement ou la kinésie, des choses comme ça. Mais il y a aussi des symptômes cognitifs. Et c'est vraiment une maladie qui est très invalidante, pour laquelle on n'a pas de traitement actuellement. On n'a que des traitements symptomatiques, c'est-à-dire que pendant un certain temps, on est capable de limiter les symptômes. Mais ces symptômes, on ne peut les limiter que temporairement. Et au bout d'un certain temps, les effets secondaires de ce traitement sont finalement plus importants que le bénéfice qu'ils apportent. Et là, on se retrouve assez démunis pour les patients. D'où l'intérêt de trouver une solution thérapeutique qui permette de ralentir la maladie, donc de ralentir la mort des neurones pour permettre à ces patients, puisque en général, c'est une maladie qui arrive plutôt en fin de vie, de bénéficier encore de plusieurs années avec une qualité de vie acceptable. Pour vous donner un exemple, et vous comprendrez pourquoi j'en parle tout à l'heure, on considère qu'un malade de Parkinson qui vient consulter, donc qui commence à avoir des symptômes assez importants pour qu'il se pose la question de qu'est-ce qui lui arrive, a déjà perdu à peu près 70% des neurones de la substance noire compacta, ce qui peut paraître énorme, mais finalement, ça montre que le système est quand même assez redondant, puisqu'avec uniquement 30% de neurones restants, on arrive encore à fonctionner correctement. Et nous, notre objectif, c'est d'arriver à protéger au maximum ces neurones qui restent. Donc pour ça, c'est un projet qui s'appelle NIR pour Near Infrared, puisqu'il utilise la lumière.
Donc, ce programme est né à Clinatech de la collaboration avec le professeur Alim Louis Benabit, qui est très connu pour l'invention de la stimulation cérébrale profonde, qui est une alternative symptomatique pour traiter la maladie pour certains patients, et le professeur John Mitrofanis de l'université de Sydney, qui est un histologiste et qui avait travaillé sur les propriétés de la lumière. Et la rencontre de ces deux personnes, qui en fait se connaissaient déjà, mais je dirais qu'au cours d'une discussion scientifique, ils se sont dit, finalement, la lumière pourrait apporter un bénéfice aux patients, et donc, il va falloir le tester. Pourquoi est-ce que la lumière pourrait être intéressante? Alors, le mécanisme n'est pas complètement connu. Ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est qu'il y a notamment des effets au niveau de la mitochondrie. Donc, la mitochondrie, c'est un petit organite dans les cellules qui produit l'énergie en quelque sorte de la cellule. Et la lumière, qu'on appelle aussi la photobiomodulation, donc photo pour lumière, bio pour effet biologique et modulation pour effet sur la biologie, cette lumière influence les mitochondries, notamment une protéine qui s'appelle le cytochrome C oxydase, et booste, entre autres, la production d'ATP. Donc l'ATP, c'est la molécule énergétique de la cellule. Il y a manifestement d'autres mécanismes qui sont en jeu. Je ne rentrerai pas dans les détails ici, mais celui-ci a l'air d'être très important. Et du fait que la cellule a plus de carburant, en quelque sorte, elle résiste au mieux aux différents stress auxquels elle est soumise. Donc, pour évaluer cette hypothèse, est-ce que la lumière peut protéger les neurones d'une dégénérescence? On a réalisé des tests, notamment des tests in vivo, sur différents modèles. Alors ici, vous avez des résultats d'histologie chez la souris. Donc, on a pris des souris contrôle, des souris saines, c'est l'image d'en haut. Et tous les petits points marrons que vous voyez ici, ce sont les neurones dopaminergiques dont je vous parlais au début, qui sont les neurones qui dégénèrent dans la maladie. Donc, quand on a plein de petits points, notre souris est en bonne santé, tout fonctionne bien. Une souris parkinsonienne, donc elle n'est pas naturellement parkinsonienne, on l'a rendue parkinsonienne. Une grande partie de ces neurones dopaminergiques dégénèrent et vous voyez qu'effectivement, il y a beaucoup moins de petits points marrons. Et des souris parkinsoniennes traitées avec la lumière, on a préservé en fait une grande partie de ces neurones dopaminergiques. Donc ces souris ne sont pas aussi performantes que des souris contrôle, mais elles sont déjà bien, elles arrivent à garder une certaine autonomie et à bouger, même si elles sont un peu plus lentes que les autres. Et ces résultats sont confirmés aussi par des études comportementales où on regarde les mouvements des animaux. Donc, on a validé ce concept comme quoi la lumière protège les neurones dopaminergiques sur plusieurs modèles, de la souris, du rat et du primate non humain, avec plusieurs façons d'apporter la lumière. Chez les souris, donc qui sont toutes petites, on peut facilement mettre de la lumière à l'extérieur du crâne. C'est l'image en haut à gauche que vous voyez, où on a une espèce de grosse lampe de poche qu'on met au-dessus de la tête de la souris. Et la lumière pénètre à travers les poils qui sont rasés, la peau et le crâne, et peut atteindre les structures cérébrales, en petite quantité, puisqu'il y a une forte absorption, mais elle les atteint. Pour des animaux plus conséquents, le rat et donc a fortiori le primate, il a fallu amener la lumière à l'intérieur du cerveau. Donc pour ça, on a développé à Clinatech des dispositifs qui permettent d'amener la lumière vraiment au plus près des régions d'intérêt. Et puis, comme je vous le disais, pour faire ces études, on rend les animaux parkinsoniens avec différentes toxines. Il y en a ici certaines qui sont citées, MPTP, 6-OHDA ou alpha-synucléine. Et je vais vous les présenter après, mais globalement, on a toujours le même résultat, c'est-à-dire que la lumière a protégé les neurones dopaminergiques dans plusieurs espèces, avec plusieurs façons d'amener la lumière et avec plusieurs modèles de neurotoxines. Donc, c'était pour nous très convaincant et très rassurant pour la fiabilité de notre hypothèse avant de proposer ça chez l'humain. Là, je vais vous présenter des résultats qui sont les plus marquants, qui sont ceux qu'on a obtenus chez le primate. Donc, c'est une étude comportementale où, en fait, on regarde ce qu'on appelle le score clinique. Le score clinique, c'est un ensemble d'items qu'on va mesurer, qui vont avoir des notes, et pour chacun, on va pouvoir donner ces notes et dire l'animal va plus ou moins bien, et la somme de toutes ces notes va nous donner donc un score. Plus ce score est bas, plus l'animal est sain,
plus ce score est élevé, plus l'animal a des symptômes forts. Donc, par exemple, est-ce qu'il cligne des yeux? Est-ce qu'il tremble? Ce genre de choses. Donc, au départ, on a des animaux sains, c'est donc la courbe grise. À partir de la ligne verte, on induit le modèle parkinsonien et donc on voit le score clinique qui monte de façon graduelle, puisqu'ici c'est en fonction du temps, avec donc des symptômes qui sont de plus en plus marqués chez ces animaux. Et si on fait la même chose, mais qu'on traite les animaux en plus avec de la lumière, eh bien on observe que certes les symptômes augmentent par rapport à des animaux sains, mais beaucoup moins chez ces animaux traités que chez des animaux contrôles qui ne sont pas traités. Donc, on a vraiment au niveau comportemental une préservation forte de la qualité de mouvement de ces animaux. On l'a aussi vérifié au travers d'un test qui s'appelle de l'open field. Donc, il faut imaginer que le grand rectangle, c'est la cage de l'animal où il peut monter, descendre, aller à droite, à gauche. Et les traits à l'intérieur, ce sont ses déplacements. Donc, un animal contrôle se balade dans tout l'espace qui lui est dédié. Un animal parkinsonien, donc c'est la courbe bleue, ne bouge pratiquement pas, il reste statique en général sur son perchoir. Si on lui donne de la dopamine, donc qui est la molécule qu'on donne en traitement symptomatique aux humains, il retrouve un petit peu de mobilité, mais bon, il s'aventure pas à descendre à l'étage du dessous. En général, il reste sur sa plateforme. Et si on le traite avec de la lumière, eh bien, on observe beaucoup plus de mouvement de l'animal. Il est capable de monter, de descendre, d'aller à droite, à gauche, de se nourrir de façon autonome. Il est vraiment beaucoup mieux. Donc, ce test nous a permis vraiment de conforter les résultats qu'on avait obtenus avec le score clinique. Et puis, bien évidemment, on l'a aussi conforté, comme pour les souris, en histologie, c'est-à-dire qu'on est allé regarder les neurones dopaminergiques et on a observé que chez les animaux traités, il y avait beaucoup plus de neurones préservés que chez les animaux contrôles. Donc, tous ces résultats nous ont permis de valider l'effet neuroprotecteur de la lumière. Fort de ces résultats, on s'est dit, pourquoi ne pas aller chez l'homme? Ça pourrait vraiment présenter un intérêt pour nos patients. Mais pour cela, il a fallu valider le dispositif qui amène la lumière à l'intérieur du crâne. Donc pour cela, il y a toute une réglementation qu'il faut suivre, il y a des tests biologiques, des tests techniques pour s'assurer de la fiabilité du système et de sa sécurité. Et sur la base de ces résultats, on a pu soumettre une demande d'essai clinique qui a été acceptée. Donc voici à quoi ressemble le dispositif. Donc c'est un dispositif qu'on a conçu en partenariat avec un industriel du dispositif médical avec lequel on avait un contrat. Donc lui nous a fourni la partie ovale ici, qui est en fait la batterie et qui contrôle quelque part le reste du système. C'est relié à ce petit boîtier rond qui, lui, a été développé entièrement à Clinatech, qui contient la partie optique. Donc, on a de l'énergie électrique qui arrive ici, qui est transformée en lumière, qui suit la fibre optique, qui est émise en bout de fibre. Et cette fibre, elle est insérée elle est prévue pour être insérée au niveau du cerveau des patients, au plus près des substances noires, qui sont donc les régions à protéger. Donc, pour les illuminer. Donc, comme je vous le disais, on a conçu ce dispositif à Clinatech. Il a été produit partiellement à Clinatech et partiellement avec des sous-traitants et qualifié pour pouvoir être utilisé dans un essai clinique. Donc, on a vérifié qu'il était biocompatible sur des temps courts et des temps longs. On a vérifié qu'il n'y avait pas d'effets secondaires dans les conditions d'utilisation, qu'il était fiable, qu'il n'y avait pas d'augmentation de température, parce qu'on pourrait se dire, finalement, l'effet qu'on observe, il est dû à la lumière, ou alors, si ça chauffe trop, on risque de léser le tissu. Donc, on a vraiment vérifié que en fonctionnement nominal, on était en dessous de 1 degré d'augmentation de température, et donc tous les tests réglementaires associés. Et ça nous a permis d'argumenter que la photobiomodulation dans les conditions testées était fiable et sans danger. Et donc, l'essai clinique a été autorisé et a pu démarrer cette année. Donc, si on reprend l'image de l'implant que vous avez vu tout à l'heure, il faut imaginer que la batterie est positionnée au niveau de la clavicule. Ensuite, sous la peau, le petit câble remonte jusqu'au niveau du crâne, où on réalise une tréphine, donc un petit trou dans le crâne pour emboîter cette partie du dispositif.
Et ensuite, la fibre optique descend dans ce qu'on appelle les ventricules. Donc, il faut imaginer que ce sont des poches dans lesquelles circule le liquide céphalorachidien. Donc, on traverse un petit peu de tissu, puis après, on se retrouve dans ces espèces de conduits. Et elle est emmenée à peu près au milieu du cerveau, à proximité donc des substances noires, et elle illumine les deux structures qui sont de part et d'autre de la fibre. Donc cet essai clinique, il a pour objectif premier, puisque c'est le premier avec ce type de thérapeutique et avec un dispositif implanté, d'évaluer la sécurité de l'approche et sa faisabilité. Et puis, vous imaginez bien que ce qui intéresse aussi les patients, c'est le potentiel thérapeutique. Donc ça, c'est aussi un autre objectif, c'est de regarder sur du long terme, est-ce que les patients vont ralentir l'avancée de leur maladie. Donc pour cela, 14 patients vont être inclus, dont la moitié vont être implantés. Il faut que ce soit des patients qui aient moins de 2 ans après le diagnostic, c'est-à-dire plutôt tôt après leur diagnostic, pour qu'il reste encore assez de cellules à préserver, et qui n'ait pas de traitement dopaminergique, pour qu'il n'y ait pas d'interférence avec la lumière, en tout cas au début. Et on suit ces patients pendant 4 ans. Ils sont donc illuminés de façon automatique, je dirais, puisque le système est autonome, il faut le recharger régulièrement, mais après, il fonctionne tout seul. Et donc, de la lumière est émise tous les jours. Et nous, on les suit, alors, de façon assez rapprochée au début de l'essai clinique, et puis après tous les 6 mois, avec des évaluations motrices pour évaluer les performances et leur évolution, des tests neurologiques, des tests biologiques, bien évidemment, pour vérifier qu'il n'y ait pas d'effets secondaires. Et on les suit aussi en imagerie dopaminergique. L'imagerie dopaminergique nous permet vraiment, comme pour les souris, ce que je vous ai montré tout à l'heure, de regarder les neurones et de savoir si on préserve ou pas les neurones. Est-ce qu'on a une perte régulière de neurones dopaminergiques comme on l'attend chez un patient non traité, à peu près 10% par an, ou est-ce que le taux de neurones initial se maintient? Donc, on a déjà implanté 2 patients dans cet essai, qui ont donc été implantés à Clinatech avec le dispositif d'illumination intracrânienne. On les suit et pour l'instant, tout se passe comme on peut le leur souhaiter, c'est-à-dire que tout va bien. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est révolutionnaire dans le sens où ça pourrait vraiment ralentir la maladie de Parkinson et donc donner un véritable espoir aux patients de terminer leur vie dans des conditions et avec une qualité de vie tout à fait acceptable. Et du fait que le mécanisme est quand même assez générique, le mécanisme d'action de la lumière, puisqu'il agit au niveau de la mitochondrie, on pense que ça pourrait aussi être une solution pour d'autres maladies neurodégénératives. Et il y a d'autres équipes dans le monde qui sont en train d'évaluer ça, notamment pour la maladie d'Alzheimer. Et il semblerait, alors ce sont des résultats très préliminaires, mais que ça ait un bénéfice sur les symptômes. Alors, ça a été regardé sur des durées courtes, mais ça semble intéressant. Et puis, on peut aussi l'ouvrir à plein d'autres applications médicales où, en fait, on aurait des cellules qui souffrent et donc où il faudrait préserver ces cellules. Donc, pour terminer, j'aimerais remercier toutes les personnes qui participent à ce projet parce que vous imaginez bien qu'il faut beaucoup de monde pour arriver à faire ça. Donc, aussi bien les partenaires industriels avec qui on travaille depuis le début, l'équipe technique qui a beaucoup œuvré pour développer le dispositif et le qualifier, l'équipe clinique, bien évidemment, qui a mis au point le protocole et qui a initié avec le professeur Benavid et le professeur Mitrofanis cette thérapeutique, et donc le professeur Stéphane Chabardès qui actuellement conduit l'essai, l'équipe de recherche, donc tous les thésards, les postdocs et les chercheurs qui ont vraiment réalisé toutes ces études de preuve de concept qui nous ont permis de soutenir le dossier d'essai clinique, et puis ceux qui nous ont fait confiance, les mécènes, les associations de malades et les institutions qui financièrement et par leurs différents supports nous ont permis d'aboutir ici aujourd'hui. Voilà, j'en ai terminé. Si vous avez des questions, ce sera un plaisir de vous répondre. Bien, merci beaucoup, Cécile. C'était super clair. Merci beaucoup. Je pense que tout le monde s'associe à moi pour te remercier pour cette présentation. Alors, on est beaucoup plus rapide que d'habitude, mais ça fait rien. On a pas mal de questions. On a des questions pour toi. Et donc, on a quelques questions. J'attends. Je vais en poser une en premier.
Voilà. Je crois que tu présentes ça comme une première, c'est-à-dire que que vous êtes pratiquement les premiers à avoir fait ça. Quelles sont les autres pistes? Est-ce qu'il y a d'autres pistes qui sont suivies pour envisager une action thérapeutique plus qu'une action de limiter la propagation de la maladie? Tu veux dire pour la maladie de Parkinson ou vis-à-vis de la lumière? Oui, par exemple, d'une manière générale. Hein. Alors, la lumière, elle est utilisée actuellement dans d'autres essais, comme je disais, pour la maladie d'Alzheimer notamment, mais avec un casque. C'est quelque chose qui est fait à Montpellier pour regarder si… alors, il y a aussi une stimulation électromagnétique en plus, mais donc pour regarder si de la lumière qui est émise vraiment à l'extérieur du crâne pourrait avoir un effet systémique et du coup arriver finalement au même bénéfice. Et si c'est ça, effectivement, ça peut être très intéressant. On peut aussi imaginer que les deux approches sont complémentaires parce que la maladie de Parkinson démarre dans des structures très profondes. Donc, il faut vraiment aller amener la lumière à cet endroit-là. Pour la maladie d'Alzheimer, ça commence sur des structures beaucoup plus, je dirais, proches du crâne. Donc, peut-être que finalement, la lumière qui est reçue suffit. Et puis, peut-être un effet systémique. Pour ce qui est de la maladie de Parkinson, il y a d'autres thérapeutiques qui sont développées actuellement. Il y a des techniques génétiques, d'autres médicaments, mais pour l'instant, rien qui est vraiment donné un potentiel. Il y a de la thérapie génique qui est développée notamment à Paris. Bon, on attendra de voir les résultats. Je pense qu'il faut lancer plein de pistes et puis celles qui seront efficaces bénéficieront en premier aux patients. Super, merci beaucoup pour ta réponse. Alors, Julie, voilà, Julie nous propose d'éditer une question. Quelle est la fréquence ou la longueur d'onde de la lumière alors, NIR, c'est de l'infrarouge. Mais bon. Alors, c'est une bonne question. On dit NIR infrared, mais en fait, c'est un abus de langage. La longueur d'onde qui a été utilisée au départ sur les études précliniques, donc chez l'animal, et qu'on utilise chez l'humain, c'est du 670 nanomètres, c'est du visible, du rouge. On sait que le cytochrome C oxydase, qui est la protéine qui réagit au niveau de la mitochondrie à l'expression de lumière, elle réagit, on va dire, de 600 à 1000 à peu près nanomètres. Donc la gamme est plus large. Mais étant donné que tout le mécanisme n'est pas connu sur la photobiomodulation, notamment tout ce qui est question de dose, il y a des questions de puissance, des questions de timing d'illumination et donc des questions de longueur d'onde, eh bien, on a fait le choix, mais comme d'autres aussi, de rester sur ce qui avait fait ses preuves dans les études précliniques, à savoir du 670 nanomètres ou du 810. C'est aussi efficace chez l'animal. Par contre, il y a des études actuellement pour essayer d'élargir cette gamme et voir si on aurait d'autres intérêts avec d'autres longueurs d'onde qui, des fois, pénètrent mieux dans les tissus. Très bien. Mais donc, je rebondis sur la question parce que quand on entend infrarouge, on se dit on chauffe, quoi. On est en train de chauffer quelque chose et il se passe quelque chose par l'absorption, on a un échauffement. Et j'ai l'impression qu'en fait, que ce que tu dis là derrière les mécanismes que tu mets en avant, c'est que ce n'est pas du tout un effet de température. Et comment tu t'en assures? Alors, effectivement, ce n'est pas un effet thermique. On a fait des études par IRM où on est allé regarder au niveau de l'extrémité de la fibre quelle était l'augmentation de température en fonction de la puissance qui était émise et puis aussi des phénomènes je ne trouve plus le terme, mais toute la circulation sanguine qu'il y a autour. Et vraiment, on s'est placé pour être inférieur à 1 degré, pour s'assurer que, d'abord, il y avait une sécurité pour le patient, on ne risquait pas de chauffer un endroit dans le cerveau, et puis, on sait aussi que voilà, ce n'est pas un effet thermique, puisque vraiment, on augmente très très peu, c'est de l'ordre de 0,2, 0,3 degrés, et on a cet effet-là. Très bien, merci. On va prendre la question suivante. Quelle est la durée quotidienne de l'illumination? Alors, l'illumination, c'est une question importante pour nous parce que les souris, elles ont été illuminées 90 secondes 2 fois par jour. C'est très peu.
On s'est dit que chez l'humain, la distance à traverser entre la fibre et les substances noires est donc de quelques millimètres, donc elle était beaucoup plus importante. Est-ce que ça allait suffire? Donc on est allé plus loin, c'est-à-dire qu'on illumine à peu près 1 minute, on éteint le système 4 minutes, et ça 24 heures sur 24. Ce choix, il a été conduit de façon scientifique, parce que c'est ce qu'on avait mis pour les primates, donc on savait que ça fonctionnait, mais aussi conduit par des aspects technologiques, parce que le système se recharge. Et si on voulait que ce ne soit pas trop lourd pour le patient, parce qu'une recharge, c'est à peu près 3-4 heures, et il le fait déjà 2 fois par semaine. Donc, si on voulait que ça reste acceptable, on ne pouvait pas aller au-delà d'une certaine durée d'illumination, parce que ça aurait été trop lourd pour le patient de se charger plusieurs heures tous les jours. Et puis, il y avait un autre aspect, c'est qu'il est décrit dans la littérature un effet vraiment biphasique de la lumière, c'est-à-dire que si on met trop de lumière, alors ça peut être trop de puissance ou ça peut être trop longtemps, mais une fois encore, ces dosages-là sont mal connus et ont l'air d'être système dépendants. Mais a priori, si on n'en met pas assez, si on met pas assez de lumière, ça fonctionne pas, c'est assez intuitif. Par contre, si on en met trop, avant d'être toxique, ça fonctionne plus. Donc, il faut vraiment être dans une fenêtre d'efficacité. Voilà. Donc, maintenant, on croise les doigts pour que ça fonctionne et qu'on ait un effet. Et j'ai vu la question suivante, a-t-on un effet sur le sommeil? Avec le retour qu'on a, donc un premier patient sur 6 mois et le deuxième qui est à 1 mois, parce que au niveau de l'ANSM, donc l'Agence de santé, on nous a demandé pour les premiers patients d'avoir au moins 3 mois de recul après le premier patient, un comité scientifique qui évalue les résultats qu'on a obtenus, comment se passe le patient, est-ce qu'il y a des effets secondaires, des choses comme ça, avant d'autoriser le deuxième patient. Même processus pour le deuxième, pour le troisième, puis après, on pourra continuer s'il n'y a pas de souci. Donc, c'est ce qui explique qu'à ce jour, on n'en ait fait que 2. Et donc, sur ces 2 patients qui ont donc 6 mois et 1 mois de recul, ils nous disent qu'eux, ils n'ont aucun changement, ils ne voient pas de lumière, ils n'ont pas perturbé leur sommeil, ils n'ont pas perturbé de rythme de vie, en quoi que ce soit. Ils nous auront rien retranscrit dans ce sens à ce jour. C'est rassurant. On a une question. La suivante, c'est… Alors, peut-être quand je parle, Cécile, est-ce que tu peux fermer juste momentanément ton micro parce que ça fait un écho. Merci beaucoup. Bravo pour cette excellente présentation. Quelles sont les références des publis sur les essais de stimulation NIR précliniques? Au bout de combien de temps espère-t-on voir l'effet thérapeutique de NIR chez les patients parkinsoniens? Et merci. Corinne Mesté. Alors, j'en profite pour dire bonjour à Corinne, parce que Corinne a fait partie du labo pendant longtemps et elle a vu tout le début du programme et elle l'a fortement soutenu. Donc, elle fait partie des personnes qui ont contribué à ce que je sois là aujourd'hui. Et donc, au niveau des timings d'efficacité, alors, on considère qu'il y a 10% de perte de neurones par an chez un patient parkinsonien au stade où on les prend. L'imagerie par laquelle on évalue la perte a une sensibilité d'à peu près 7%. Donc, si on limite vraiment la perte des neurones, moi, je pense qu'au bout de 2-3 ans, on pourra vraiment commencer à avoir une tendance qui sort du bruit de fond de la technique de mesure pour dire oui, on a l'impression que vraiment on protège. Après, on n'exclut pas d'avoir des patients qui nous disent on se sent mieux, on fait mieux telle ou telle action, que ce soit moteur ou cognitif, ou même des fois l'entourage qui peut, par exemple, dire on voit que la personne se sent mieux. C'est d'ailleurs ce qui a été retranscrit souvent sur les essais par casque extracrânien, donc illumination extracrânienne dans la maladie d'Alzheimer. L'entourage souvent a dit on voit moins de dépression, la personne se sent mieux, elle est plus vive. Voilà, donc de façon vraiment formelle, on ne l'attend pas avant 2-3 ans, d'où un essai qui dure 4 ans d'ailleurs, mais peut-être qu'on aura la chance, si vraiment c'est efficace et qu'on a des effets forts, de le voir avant. Alors, la question suivante. Bonjour, quelle est la technique d'imagerie dopaminergique?
Alors, c'est une technique qui est faite à Lyon et c'est du PET. Donc, en fait, on marque les neurones dopaminergiques avec un traceur. Très bien, merci. Alors, est-ce que l'exposition naturelle à la lumière est neuroprotectrice? Est-ce qu'il y a moins de parkinsoniens dans les pays du Sud après correction de l'âge? Alors, l'exposition naturelle à la lumière, elle est bénéfique, ça on le sait tous, mais pour d'autres raisons, parce qu'on produit de la vitamine D, parce que c'est bon pour notre humeur, tout ce genre de choses. Par contre, la puissance qui est émise ne traverse a priori pas les cheveux, la peau, le crâne pour atteindre les structures. Donc, on ne pense pas qu'il y ait réellement un effet. Par contre, ça fait toujours du bien d'aller se mettre un petit peu au soleil. Pour ce qui est des pays du Sud, je ne peux pas vous répondre. Je connais pas assez la donnée là-dessus. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'un déficit d'exposition à la lumière extra, donc c'est un peu en lien avec la précédente, peut être une des causes de la maladie de Parkinson? Ça n'a pas été dit comme ça. La maladie de Parkinson, a priori, elle a une origine multifactorielle, mais c'est encore quelque chose qui est mal connu. Il y a des sensibilités génétiques, il peut y avoir des expositions à différentes molécules, mais c'est un processus qui est très long puisqu'on pense que la maladie démarre 20 à 30 ans avant les premiers symptômes. Donc, c'est très difficile actuellement de savoir à quoi elle est due. Il n'y a pas de choses dans ce sens-là, mais peut-être, on ne sait pas. Alors, on a une nouvelle question. Bonjour, s'agit-il donc d'une neuroprotection? J'imagine qu'on ralentit donc l'évolution de la maladie, mais est-ce qu'on peut espérer des améliorations des symptômes préexistants? Oui, c'est de la neuroprotection, ça c'est sûr. Nous, on espère une amélioration des symptômes. Par contre, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, et ça fait l'objet de recherches, c'est est-ce qu'on va… Les cellules qui restent, en fait, chez le patient parkinsonien, est-ce qu'elles sont vouées à mourir ou est-ce qu'elles sont juste endormies? Si elles sont juste endormies, on peut imaginer que la lumière, en les restimulant, les re-rende fonctionnelles et qu'on ait à nouveau un gain de fonction quelque part. Donc là, on pourrait imaginer récupérer un petit peu sur les symptômes observés. D'un autre côté, il ne faut pas non plus imaginer que c'est la génération spontanée et qu'on va faire réapparaître des neurones. Mais pourquoi pas, sur une partie du pool des neurones dopaminergiques qui sont peut-être simplement vivants mais non fonctionnels, les re-rendre fonctionnels et réaméliorer certains symptômes. C'est quelque chose qu'on a envisagé. Très bien, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Oui, quelle est la durée de vie de votre dispositif? Alors, notre dispositif, il est prévu pour donc rester 4 ans chez le patient. Il peut rester beaucoup plus longtemps, ce sera laissé au choix du patient, c'est-à-dire que s'il souhaite le faire retirer, il le pourra avec les risques liés à la chirurgie que ça représente, hein, comme toute ablation d'un dispositif, mais il peut le garder longtemps, aussi longtemps que la batterie fonctionne. Et après, la batterie peut être changée comme elle l'est actuellement dans la stimulation cérébrale profonde. Pour ce qui est du dispositif optique en lui-même, on a fait des tests de vieillissement. Il est prévu pour durer de nombreuses années. Voilà. On a vraiment, ça fait partie d'ailleurs des contraintes réglementaires et bien heureusement de s'assurer que le dispositif est fiable à minima pour la durée de l'étude et si possible pour beaucoup plus longtemps. Merci Cécile. Est-ce qu'on a peut-être encore une question? Oui. J'ai compris qu'une seule fibre est utilisée et quel est l'emplacement choisi pour sur quel cerveau, droit ou gauche? Alors, ce n'est pas cerveau droit ou gauche. En fait, on descend au niveau des ventricules et on se pose au niveau du 3e ventricule, vraiment sur la ligne médiane. Donc, il faut imaginer qu'on est à peu près ici. Voilà. Donc, ça illumine de façon équivalente la substance noire qui est à droite et la substance noire qui est à gauche. D'où l'intérêt d'avoir qu'un seul dispositif et pas un de chaque côté. Ok, super. Merci beaucoup.
Alors, en attendant de voir si on a une autre question. À terme, le dispositif pourrait-il être pris en charge par l'assurance maladie pour le rendre accessible au plus grand nombre de malades? C'est une question très intéressante et qui pose aussi beaucoup de questions aux industriels, parce que bien évidemment, pour eux, pour développer un dispositif, s'il est remboursé, c'est quelque chose de beaucoup plus profitable au niveau marché et donc au niveau patient, puisque ça permet de le proposer à beaucoup de monde. Pour pouvoir avoir un remboursement, il faudra avoir des essais validés, des essais cliniques validés et avec des grandes cohortes. Donc à ce moment-là, on fait des demandes et en fonction de l'utilité, du bénéfice, s'il n'y a pas d'autres alternatives thérapeutiques, ce genre de choses, c'est remboursé. Un petit peu comme la stimulation cérébrale profonde. Mais là, pour l'instant, on n'en est pas encore là. Alors, pourrait-on envisager d'utiliser cette source de lumière implantée pour induire la thérapie photodynamique dans des tumeurs, par exemple? Alors, celle-ci, non, parce que la puissance n'est pas du tout suffisante. Par contre, effectivement, il y a des traitements qu'on peut imaginer par la lumière pour aller cibler telle ou telle zone et détruire telle ou telle zone. C'est-à-dire utiliser vraiment la lumière comme un scalpel quelque part pour enlever, détruire une partie non fonctionnelle. Mais nous, on l'utilise dans l'autre sens, c'est-à-dire vraiment pour préserver les tissus. Oui, et puis je suppose que là, vous exploitez un espace particulier du cerveau qui est peu invasif finalement. Et ça. quand il s'agit d'aller toucher des tumeurs, selon où elles sont positionnées, ce n'est pas forcément évident. Exact, tout à fait. Ok, très bien. En attendant de voir s'il y a une autre question, moi j'ai vu une question qui était issue du fait que vous aviez des méthodes pour induire l'effet de Parkinson, enfin les symptômes parkinsoniens. Oui. Et donc, la question pendante, c'était de savoir si on savait comment l'induire, est-ce qu'on sait est-ce qu'il n'y a pas des substances qui pourraient être à l'origine des substances toxiques qu'il faudrait éviter éventuellement? Alors si, effectivement, en fait, les modèles qu'on utilise sont issus de toxines, le paraquat, par exemple, le roténone, qui sont utilisés dans l'agriculture pour désherber. Et on se rend compte, d'ailleurs, en épidémiologie, que dans tout le bassin rhodanien, où il y a beaucoup plus de cultures, de fruits, de choses comme ça, eh bien, on a une incidence plus grande de la maladie. Donc, on sait que ces substances-là peuvent induire à forte dose et de façon répétée la maladie de Parkinson. Et c'est d'ailleurs pour ça, quelque part, grâce à ça, entre guillemets, qu'on a pu créer ces modèles. Très bien, merci beaucoup, Cécile. Alors, les appareils de luminothérapie, excusez-moi, les appareils de luminothérapie qu'on utilise pour traiter la dépression agissent par l'intermédiaire du nerf optique. Est-ce qu'on peut imaginer le même effet pour le Parkinson? Alors, je ne sais pas si je comprends vraiment la question, mais oui. C'est-à-dire mettre la lumière au niveau des yeux pour qu'elle arrive dans le cerveau? Oui, c'est peut-être éventuellement, oui, c'est probablement ça qui est derrière. Et la personne qui a posé la question répond oui. D'accord. Donc, si on met de la lumière à l'extérieur à travers le cerveau, il y a quand même plusieurs couches à passer et il y a une absorption qui est forte. C'est pour ça que on pense que ça suffit pas. Alors après, ça passe peut-être par d'autres mécanismes, des mécanismes plus systémiques qui auraient un effet plus global sur la physiologie et qui pourraient être efficaces. Par contre, pour atteindre la substance noire, a priori, étant donné qu'on perd, je crois que c'est 70% du signal par millimètre de tissu traversé, vous pouvez imaginer que ce qui arrive au niveau de la substance noire, c'est quelques photons, donc ça suffit probablement pas. Okay, merci beaucoup. Alors, merci pour cette présentation. Si tout va bien, dans combien de temps peut-on espérer une disponibilité pour les patients ordinaires? Alors, je suppose par patient ordinaire,
Non essais cliniques, j'imagine. Eh ben, il faut Oui. déjà terminer l'essai clinique, donc il y en a pour 4 ans. Ensuite, c'est un premier essai, c'est-à-dire vraiment de faisabilité. Donc ensuite, on passe sur une deuxième phase, c'est-à-dire un essai d'efficacité. Même si nous, on le regarde sur nos patients, on n'a qu'un petit nombre de patients. Donc là, il faudrait beaucoup plus de patients, quelque chose multicentrique. Et après, quand il y a des grandes études qui sont réalisées comme ça, il faut imaginer que c'est encore 4, 5, peut-être 10 ans, on peut imaginer l'ouvrir aux autres, je dirais aux autres patients hors essai clinique. Mais c'est quelque chose qui va nécessiter encore de nombreuses années d'études. Merci beaucoup. Alors, les 7 patients placebo bénéficieront-ils aussi du système au bout de 4 ans? Alors, c'est toujours une question très difficile parce qu'effectivement, les patients qui viennent, ils ont envie d'être implantés et c'est un essai en aveugle, c'est-à-dire que ce n'est pas nous qui choisissons quel patient est implanté et quel patient ne l'est pas parce que sinon on pourrait avoir des biais, même sans le vouloir. C'est vraiment de façon complètement randomisée. Par contre, ces patients ont d'abord un suivi plus important que les patients classiques, puisqu'ils ont aussi de l'imagerie dopaminergique pour regarder comment évolue leur maladie. Donc, pour ça, c'est intéressant. Et au bout des 4 années, si la thérapeutique s'avère intéressante, ils sont prioritaires, entre guillemets, pour passer sur les essais suivants. Par contre, ce n'est pas quelque chose qui est prévu d'office. Merci beaucoup, Cécile. Anna, une nouvelle question. Alors, c'est toi qui diras si c'est en lien. Est-ce que l'on peut espérer à terme soigner quelqu'un qui ne marche plus et le refaire marcher? Mais je suppose du fait de Parkinson. J'imagine que c'est quelqu'un qui a des symptômes très, très avancés. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on n'espère pas de faire de génération miracle. On n'espère pas faire renaître quelque part des cellules. Donc, c'est peu probable. Mais bon, après, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Donc, on évalue vraiment pour la première fois l'effet de la lumière. Il y a peut-être des effets qui ne sont pas anticipés, qui vont apparaître. Très bien, merci beaucoup, Cécile. Bien, alors, voilà, nous avons une question qui vient de quelqu'un d'un témoignage. Je suis moi-même avec Parkinson depuis près de 12 ans et j'ai fait l'expérience du mouvement exercice physique intense pour faire régresser mes symptômes. Comment différencier l'impact de la luminothérapie versus l'exercice journalier? Si on veut le différencier, la seule solution, c'est de faire une étude scientifique, c'est-à-dire un groupe de personnes qui réalisent de l'essai de façon intense et puis un autre groupe qui réalise le même type d'effort physique mais avec de la lumière et de comparer l'évolution de ces deux populations. On n'a pas tellement d'autres solutions. Ok, merci beaucoup Cécile. Alors, nous avons encore une question. Pourrions-nous craindre un effet mutagène de la lumière au niveau des cellules cérébrales illuminées? C'est effectivement une question qui nous a beaucoup questionné au début du programme. Et dans tous les tests qui sont réalisés, les tests réglementaires, il y a notamment cet aspect-là qui est pris en compte, c'est de regarder la mutagénèse et comment des cellules, des cultures de cellules évoluent quand elles sont soumises à de la lumière. Ce sont des tests standardisés qui sont qualifiés réglementairement et qui, dans les conditions utilisées, n'ont pas démontré d'effet mutagène. Très bien, merci. Quand on arrive à la fin, on a une dernière question. Y a-t-il des publications de l'équipe Clinatech sur le NIR? Oui, bien évidemment. Donc, on a plus de 10 ou 15, je ne sais plus, publications sur le sujet, aussi bien chez les rongeurs que chez les primates, qui démontrent vraiment ces effets-là. Donc, si vous mettez mon nom dans PubMed ou le nom du professeur Ben Abid ou de John Mitrofanis, vous les trouverez sans difficulté. Très bien, merci beaucoup Cécile. Eh bien, écoute, on arrive au bout de notre séance et je suis sûre que tout le monde se joint à moi pour te remercier pour ta présentation et puis cette discussion. On a eu vraiment le temps d'échanger avec toi. Oui, c'était très agréable.
Et on te souhaite le meilleur et c'est super d'apporter cet espoir, même si c'est à long terme, mais on sait que c'est toujours comme ça pour la médecine. Eh bien, merci beaucoup de nous donner cet espoir-là. Eh bien, merci à tous. Très bien. Voilà, tu vois tous les messages qui s'affichent pour te remercier et te dire bravo. Voilà, un grand merci pour cette présentation très intéressante. Hâte d'avoir des nouvelles de vos travaux à l'avenir. Voilà, très bien. Et moi, donc maintenant, je vais vous donner rendez-vous pour notre prochain Midi Minatech. N'oubliez pas que c'est le 19 novembre. Bien sûr, c'est un petit peu dans longtemps, mais on sera ravis de vous retrouver. Mais sachez que l'amphi est ouvert à votre participation en présence et nous serons heureux de vous y accueillir pour écouter donc Lorraine Caudrelier qui va nous faire un point sur l'impact et les défis pour la médecine de demain suite à ces 2 années de pandémie. Donc, à très bientôt. Merci de votre participation.